Hello, c'est Camille, bienvenue dans notre 5 7 RH, là où on parle du meilleur comme du pire du monde de l'entreprise. Ici, on va se questionner, s'inspirer, apprendre, mais aussi rire en parlant de sujets légers, mais aussi un peu plus graves de tout ce qui se joue dans les entreprises et notamment au niveau des relations humaines. Et aujourd'hui, je reçois Eric Giovannetti, qui est consultant numérique et expert en accessibilité. Eric, je dois l'avouer, je le connais depuis quelques années et j'ai participé à l'un de ses Lunch and Learn sur l'accessibilité. Et ce qui m'avait marqué, c'est que dans nos pratiques web, en fait, de tous les jours, dont la façon dont on va écrire nos articles sur l'intranet de l'entreprise, par exemple, sur la façon dont on utilise aussi les outils sur la gestion de projets en entreprise, on peut faire de la discrimination sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi c'était vraiment important pour moi, même essentiel en fait, de l'inviter dans le podcast pour qu'il nous explique ce qu'est l'accessibilité numérique et pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui. Allez, je m'arrête là et je vous laisse avec Eric Giovannetti. Bonne écoute. Bonjour Eric et puis bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, surtout que je sais qu'on va apprendre beaucoup de choses car on va parler d'un sujet important dont on parle malheureusement peu, c'est l'accessibilité. Mais avant que tu nous en dises plus, ce que je souhaitais en fait que tu nous partages un peu plus sur toi, sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené justement à l'accessibilité. Bonjour Camille, ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là en tout cas parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est souvent une question qu'on me pose, c'est pourquoi tu fais de l'accessibilité? Et puis en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas de grande histoire à raconter. C'est lors de ma première création de site web, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, j'étais tout fier, je venais de produire mon site web, puis je l'ai partagé à un de mes amis qui travaillait dans le milieu du web, et puis il me dit, hey, là ton site, il n'est pas du tout accessible. Et puis j'ai fait, ok, mais de quoi il me parle? Et là, en fait, je suis allé me documenter dessus, et puis autant dire qu'à l'époque, la documentation, il n'y en avait pas beaucoup comme aujourd'hui. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde derrière que la plupart des gens juste ignorent, c'est qu'on peut rendre le contenu accessible à l'ensemble de la population. Et c'est quelque chose que, hélas, beaucoup de développeurs font pas souvent parce qu'ils n'ont juste pas connaissance. Et donc, c'est à partir de là où j'ai un déclic. Je me suis dit, en fait, le but du web, c'est vraiment partager la connaissance. Et donc, si on oublie une partie de la population, c'est clairement tragique, en fait. Donc, c'est Mais alors là-dessus que je attends, me suis orienté. je fais juste une petite pause. C'est quoi exactement? Parce que là, je me suis dit, attends, je t'ai demandé ça sur l'accessibilité, mais je t'ai pas demandé c'est quoi exactement l'accessibilité. On va commencer par ça. Après, on va y revenir. C'est exactement ça, en fait, c'est que très souvent aussi, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'accessibilité de manière générale. Quand on parle d'accessibilité et qu'on pose la question, les personnes pensent à une personne en fauteuil roulant, on pense à une personne avec une canne blanche et des lunettes noires, justement parce que c'est une personne aveugle. Mais en fait, l'accessibilité, c'est juste permettre de donner l'accès à quelque chose à l'ensemble des individus. Donc ça, c'est l'accessibilité générale. Moi, mon domaine, c'est vraiment l'accessibilité numérique. Donc, c'est quoi? C'est donner l'ensemble de l'information à l'ensemble de la population, peu importe qui ils sont, où est-ce qu'ils sont, avec quel matériel ils sont, quelle connexion Internet ils sont. Et donc, vraiment, le but, c'est que les personnes puissent avoir accès au contenu et puissent interagir avec le contenu. Et ça, c'est vraiment les choses qui sont clés derrière parce que si une partie de la population ne peut pas interagir avec le contenu, en fait, le site web rate une partie de sa cible. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet-là? En fait, je pense qu'à un moment, quand on fait du web, il y a ceux qui aiment la partie purement technique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aider la population. C'est-à-dire faire un site web que personne ne va consulter, ça sert à rien. Mon but, c'est réaliser un produit qui va aider les gens à avoir accès à des services qui, par le passé, étaient peut-être plus compliqués à avoir. C'est des choses qui ont changé en plus radicalement avec la situation actuelle des 2 dernières années, où l'accès au contenu en ligne est vraiment quelque chose de vital, y compris pour la population qui n'est pas en situation de handicap, qui n'a pas d'incapacité finalement. Tout le monde a besoin d'avoir un accès au contenu web aujourd'hui. Et en quoi, en fait, le web, il est accessible ou non aux personnes aujourd'hui bah, qui, qui sont en tout cas en situation de handicap? Est-ce qu'il est si peu accessible que ça? Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte en vrai. Juste, attends, parce que je te dis ma question, mais là, je viens de penser à quelque chose de pourquoi j'ai
pour moi, c'était important de t'inviter dans le podcast, c'était parce que j'avais déjà eu une formation, enfin une sensibilisation en tout cas à l'accessibilité avec toi. Et puis, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que là, ça fait quoi? Ça fait, ouais, c'est ça, ça fait 2 mois où j'ai dû créer, tu sais, comme une page Word, là, où je devais écrire des choses. Et puis, en fait, on m'a dit, mais attends, ça, c'est pas accessible juste pour des daltoniens. Puis là, je suis, attends, mais c'est vrai. Et puis ça m'a vraiment fait travailler. Et puis je me suis dit, mais en fait, ça concerne beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut penser. Puis là, ça m'a fait, en tout cas, beaucoup questionner sur tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, mais aujourd'hui, on en est où sur l'accessibilité? Parce qu'il y a plus de personnes. Tu sais, on pourrait dire, attends, ça concerne que les personnes qui sont aveugles, mais en fait, pas du tout. En fait, exactement, tu pointes très bien le bout de l'iceberg, c'est que très souvent, on ne se rend pas compte de quelles sont les personnes qui vont se retrouver en situation de handicap suite à une mauvaise prise en considération de l'accessibilité numérique. Pourquoi? Parce que ça touche vraiment différents groupes de personnes. Pour te citer quelques groupes, il y a les groupes qui vont avoir justement des incapacités visuelles, donc ça peut être très bien des personnes aveugles, mais ça peut être des personnes atteintes de daltonisme, c'est environ 10% de la population masculine. Ça peut être des personnes derrière qui peuvent être juste malvoyantes, donc des personnes qui portent des lunettes tout simplement, et qui ont oublié les lunettes à la maison, et puis la lecture devient plus difficile. Mais ça peut être des personnes aussi qui ont des troubles de la vision. Donc toutes ces personnes-là, en fait, les critères d'accessibilité va se baser sur la bonne lecture du contenu finalement. Et donc ça peut être des zooms d'écran pour les personnes qui ont de la difficulté à lire, ça peut être la gestion des bonnes couleurs pour les personnes atteintes de daltonisme, ou ça peut être justement l'utilisation de logiciels qui vont lire le contenu de la page, donc des synthèses vocales, qui vont lire le contenu de la page pour les personnes qui sont aveugles, par exemple. Donc oui, les personnes qui sont aveugles, même si elles ne sont pas capables de voir l'écran, elles sont capables d'entendre le contenu de la page. Et donc là, c'est juste pour les personnes avec des incapacités visuelles. Après, ça peut toucher des personnes avec des incapacités auditives, ça peut toucher des personnes avec des incapacités cognitives, motrices. Donc, globalement, on a tout des tas de groupes d'individus qui vont être dans des situations de handicap à des moments précis. Et puis, ça peut être lié à vraiment quelque chose de physique, mais aussi de contextuel. Par exemple, je suis avec mon téléphone dans le métro, je vais écouter un article audio, il n'y a pas de sous-titres et puis j'ai pas mes écouteurs avec moi. Dans ce cas-là, je suis incapable de consommer le contenu parce qu'il n'y a aucune accessibilité alternative qui m'a été, on va dire, donnée au contenu de la vidéo. Et donc, je suis en Ah, j'y avais pas incapacité pensé. d'écouter une vidéo dans le métro à cause de l'accessibilité. Donc, c'est pour ça que la définition de l'accessibilité numérique, c'est pas juste des incapacités physiques, mais ça peut être aussi lié au matériel, au contexte, à plein d'autres choses qu'on ne pense pas forcément derrière, tout simplement. Et justement, en étant expert là en accessibilité, des fois, quand tu vois des sites, c'est quoi qui te fait rager des fois? Généralement, les erreurs les plus communes qui me touchent personnellement, ça va être la gestion du clavier. C'est-à-dire que j'aime bien pouvoir naviguer à travers d'un site, pas uniquement avec le curseur de la souris, ce que la majorité des gens font, mais c'est aussi avec le clavier. C'est-à-dire qu'on peut facilement, avec la touche Tab de ton clavier, aller de lien en lien, mais surtout d'aller d'élément de formulaire en élément de formulaire. Donc, lorsqu'on a des formulaires qui sont assez longs, c'est très facile d'appuyer sur la touche Tab, remplir le champ, appuyer sur la touche Tab, remplir ce champ. Et donc, quand on a des formulaires longs, ça peut être très rapide à remplir de cette façon-là. Et si l'accessibilité n'a pas été faite correctement, potentiellement, toute la navigation au clavier va être cassée ou ne pas fonctionner correctement. Et ça, c'est des tests en fait basiques que n'importe quel développeur pourrait faire facilement. Et dans 95% des cas, ces tests sont pas faits en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, du web, les contenus, est-ce qu'ils sont accessibles ou les sites web, ils sont quand même inaccessibles au plus grand nombre? De manière générale, l'accessibilité du web, à part par les sites qui ont été contraints au niveau législatif de rendre leur site accessible, et donc ça, c'est très spécifique en fonction des provinces, des pays, et donc les lois diffèrent. Et donc dans ce cas-là, généralement, les sites sont accessibles parce que il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête des responsables du site. Mais sinon, dans la majorité des cas, hélas, l'accessibilité est juste même pas prise en considération parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, que ce soit les clients ou les développeurs derrière, sont juste pas au courant en fait que ça existe bien souvent aujourd'hui. Donc c'est Encore déjà le aujourd'hui, les premier gens, ils sont problème. pas au courant? Oui, beaucoup de gens en fait n'ont jamais fait d'accessibilité numérique, ils ne savent même pas par où commencer en fait. Et ben justement, on devrait commencer par où?
J'en profite. Bah, c'est exactement le but de ce podcast et c'est pour ça que quand tu m'as proposé de venir en parler, bah, ça m'intéresse parce que le but, c'est pas de parler technologie là, c'est vraiment juste parler, hey, ça existe, juste pensez-y, posez la question et demandez comment mettre en place des éléments accessibles justement pour la population. Ouais, ok. Alors, imaginons, je suis un chef d'entreprise. Je me dis, ok, bah, par exemple, j'ai écouté l'épisode aujourd'hui avec Eric. Je me dis, bah, il faudrait que je fasse quelque chose. Par où est-ce que je commence? Que ce soit sur mon site web, que ce soit sur bah, l'intranet, sur les communications. Comment est-ce que je fais? Ça commence par quoi? En fait, bah, la question hein, est assez difficile à répondre parce que ça dépend de la stratégie et de l'existant. Si l'existant qui a été bâti, c'est-à-dire tu as déjà ton site web et qui n'est pas du tout accessible, la première chose que tu peux faire, c'est essayer de faire bah, un petit audit pour vérifier l'état des lieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est plutôt bon, et puis on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il y a eu un développeur qui a fait ça correctement, ou est-ce qu'au contraire, bah, malheureusement, il n'y a rien qui a été fait. Donc dans ce cas-là, il y a deux possibilités. C'est soit c'est réparable, sans trop de surcoût, et puis bah, là, on s'en sort avec sans trop de pots cassés. Soit bah, on se rend compte que bah, il y a tout à jeter et puis tout à recommencer à zéro. Et puis malheureusement, cette solution-là arrive assez souvent parce que quand vraiment rien n'a été pensé, c'est un petit peu comme construire un building où les fondations n'ont pas été pensées correctement et puis on a construit notre building de 10 étages, mais à un moment, c'est pas fixable les fondations à ce moment-là. Donc ça, c'est la première problématique et souvent qui rajoute des surcoûts très importants au sein des entreprises parce que ça demande beaucoup d'allers-retours, beaucoup de réflexion, de retravail en amont. Le meilleur des cas, en fait, c'est commencer son projet avec l'accessibilité en tête, poser dès le départ les questions aux développeurs. Est-ce que tu as déjà fait des projets accessibles? Est-ce que tu sais comment ça marche? Quels vont être les surcoûts liés à ce que je souhaite faire? Parce que bah, oui, à un moment, il y a du travail et des choses à penser en plus pour faire les choses correctement. Mais sur long terme, ça va aussi garantir qu'il ne va pas y avoir de surcoûts cachés de réparation. Hmm. Et est-ce que, bah justement, est-ce que ça serait pas ça? Parce que là, tout à l'heure, tu disais, ah ben ouais, mais regarde, il y a peu de personnes qui sont sensibilisées sur ce sujet-là. Puis je me dis là, bah attends, mais peut-être que quand tu es sensibilisé, tu vois le coût que ça a. Puis peut-être que la première chose que les gens voient, c'est le désavantage, le coût, que ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources. Puis au final, ils vont pas le faire. Si tu as des personnes en Oui, face de toi qui sont comme ça, comment est-ce que tu peux réagir? Parce que tu sais, ça peut être une réalité aussi. bah, déjà, le vrai contexte, c'est que très souvent, on m'appelle en mode réparation. C'est-à-dire, c'est, hey, on a nos projets, la loi nous oblige à rendre ça accessible et on n'a rien fait pour. Est-ce que tu peux nous auditer le code derrière et est-ce que tu peux nous faire des recommandations? La problématique de ça, c'est que l'audit, c'est juste une partie du travail qu'il y a à faire. Le gros du travail, c'est pas auditer le site et dire qu'est-ce qu'il y a à réparer. Et là, je te parle de grosses entreprises qui vont faire des développements permanents avec des dizaines de développeurs derrière. Euh, le problème, là, c'est que il faut non seulement former l'ensemble de tes équipes, parce que l'accessibilité, ça se mesure par rapport au maillon le plus faible de ton équipe, et ça, on va en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants, mais c'est aussi lié à tes processus de travail. C'est-à-dire si tes processus de travail ne permettent pas d'avoir, on va dire, une production de composants ou de code accessible, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au niveau des développeurs, si tu vas leur imposer des deadlines très serrés sur des technologies qui ne savent pas implémenter correctement, ça va générer beaucoup de stress. Donc la seule chose qu'ils vont voir, c'est l'accessibilité, une contrainte qui vient finalement, entre guillemets, me pourrir la vie dans mon quotidien. Et donc il va y avoir un rejet de l'accessibilité, alors que le but de l'accessibilité, c'est d'aider les gens, c'est d'aider à, justement l'ensemble de la population à avoir accès au contenu et surtout ne pas faire d'accessibilité, c'est se tirer une balle dans le pied à nous-mêmes parce que bah, potentiellement, c'est nous dans le futur, quand nous allons vieillir, qui va être en situation de handicap. Et donc, bah, ne pas avoir accès au propre contenu parce qu'on n'a pas fait les démarches nécessaires pour nous-mêmes dans le futur finalement. Et donc, bah, ça, c'est déjà le premier problème, ce qui est en rejet au niveau d'accessibilité parce que c'est imposé comme une contrainte et pas comme un bonus à faire dès le démarrage du projet. L'autre problématique, donc, au niveau des groupes de travail, c'est que très souvent, on pense que c'est aux développeurs de faire tout le travail. Sauf que c'est pas vrai. Ça se pense dès le départ du projet, c'est-à-dire qu'il faut penser à la structure de contenu pour qu'elle soit accessible. Il faut penser au design pour qu'il soit accessible, parce qu'on parlait justement des personnes atteintes de daltonisme. C'est pas aux développeurs de régler des problèmes de couleur, par exemple. Et ensuite, on a beau faire un site qui est complètement accessible. Si ensuite la personne qui administre le contenu à travers le temps
n'a pas de connaissances en accessibilité, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle va produire de nouveaux contenus, ils ne seront plus accessibles. Donc, il y a vraiment un processus de formation à tous les niveaux. Et pourquoi je dis que ça se mesure par le maillon le plus faible? Je te donne un exemple. Je décide d'ouvrir une boutique dans un centre-ville au 3e étage d'un immeuble. Ma boutique, je vais penser à 100% accessible. C'est-à-dire tout est vraiment pensé, l'accès à la salle de bain, la possibilité de payer, le passage entre les rayons, tout est pensé. Maintenant, dans l'immeuble, le seul moyen d'arriver à ma boutique, c'est des escaliers. C'est cool, ma boutique est accessible, mais j'ai aucun moyen d'y arriver. Si par exemple, je suis en fauteuil roulant ou que je suis blessé. Donc, pour un site web, c'est un petit peu pareil. Si à un moment, il y a quelque chose qui est bloquant, que ce soit au niveau de la navigation, au niveau de la gestion du contenu, au niveau de la lecture du contenu, l'utilisateur va être bloqué à ce moment-là, il n'arrivera pas à ton contenu derrière, finalement. Mais justement, alors, parce que là, je me dis, quelqu'un qui écrit un contenu, ça pourrait être n'importe qui. Qu'est-ce qui va bloquer l'accessibilité à une personne qui écrit le contenu? Parce que moi, dans ma tête, là, je me dis, j'écris juste du contenu, j'ai juste à l'écrire. Pourquoi est-ce que ça serait pas accessible? Alors ça, je peux te donner un exemple, en fait, qui est assez simple, parce que pas tout le monde a forcément écrit du contenu dans une page web, mais très souvent, les gens ont rédigé des documents Word, par exemple. Et dans les documents Word, tu as par exemple 2 façons de gérer ton contenu. Tu vas gérer ton contenu soit en écrivant ton texte, appliquant juste des styles visuels, par exemple, à tes titres, et donc tu vas mettre une taille 18 et du gras à ce que tu considères comme un titre, sauf que la réalité, c'est que tu as juste mis du gras et une taille 18 pixels à ton texte. Et donc, quand un outil de synthèse vocale, par exemple pour les personnes aveugles, va lire ce contenu-là, pour lui, il ne va pas comprendre que c'est un titre. C'est juste un texte qui est en gras et qui est un peu plus grand. Mais il n'y a pas de notion de hiérarchie de contenu. Alors que dans Word, en haut, dans la barre d'outils, tu verras que tu peux déclarer certains contenus comme des titres de niveau 1, des titres de niveau 2, des titres de niveau 3. Et dans ce cas-là, l'outil de synthèse vocale va dire, là, le contenu que je suis en train de te lire, c'est un paragraphe, c'est une liste à puces, c'est un titre de niveau 1, c'est un titre de niveau 2. Et donc, la personne, finalement, est capable mentalement de comprendre la hiérarchie du contenu. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que tu vas pouvoir générer un sommaire qui est valide d'un document Word. Pour le web, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, quand, au lieu d'utiliser une liste d'éléments, tu vas juste faire tirer, retour à la ligne, tirer, rentrer du contenu, retour à la ligne, donc tu vas simuler visuellement une liste d'éléments alors que ce n'est pas une au niveau du code, dans ce cas-là, tu viens de rendre ton contenu non accessible aux personnes qui vont utiliser une synthèse vocale. Ça, c'est super important, je trouve, ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on peut faire de la discrimination sans même s'en rendre compte. Tu mets quand même toute une partie de la population de côté qui peut pas avoir accès au contenu, puis tu t'en rends même pas compte. En tout cas, si t'es pas sensibilisé à ça, tu t'en rends pas compte du tout. Non, effectivement, tu t'en rends pas compte parce que tu n'as juste pas conscience que le code qui est généré en arrière-plan, en fonction des actions que tu fais de mise en page, va avoir une conséquence sur la lecture derrière. Et puis, très souvent, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est que Google, par exemple, se comporte comme finalement une personne aveugle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne voit pas ta page, il va juste lire le contenu de ta page. Donc, à rendre le code plus accessible pour les personnes, ça va en plus rendre le code plus accessible pour la lecture dans Google. Donc, ça va bonifier ton référencement naturel, mais derrière, ça va aussi aider davantage les personnes parce que Google va être capable de mieux comprendre la structure de ton contenu et donc mieux remonter ta page dans les résultats de recherche et aider les personnes qui font des recherches donc à trouver correctement ton contenu. Donc, ça t'aide toi, ça aide bien évidemment Google, mais ça aide aussi tes visiteurs. Donc, tout le monde est gagnant finalement. Et s'il y a des gens en marketing qui nous écoutent, là, ils vont être contents. Ça va aider, c'est une petite astuce en même temps. Mais comme quoi, en fait, j'ai l'impression aussi que faire de l'accessibilité, c'est non seulement pour une personne, enfin pour des personnes qui peuvent être en situation de handicap, mais pas seulement, ça va être aussi pour des personnes qui sont âgées, ou ça va être aussi mieux pour des personnes, je sais pas comment je pourrais dire ça, comme des personnes qui n'ont pas de situation de handicap particulière, parce qu'en fait, tu améliores aussi comme le site, l'accès à l'information à tout le monde. Oui, Tu vois? exactement. C'est exactement ça. Je redonne un autre exemple où il n'y a pas de Ouais. situation de handicap réel. C'est lorsque je branche mon ordinateur à ma télé, en fait, très souvent, je suis obligé de zoomer les sites internet parce que je suis trop loin de ma télé et j'arrive pas à lire les contenus des articles, par exemple. Et puis, dans ce cas-là, si le site n'a pas été pensé pour être agrandi, tout simplement, je peux pas consulter le contenu lorsque je suis sur mon canapé le soir tranquillement, tout simplement.
Et est-ce qu'il n'y a pas de... Parce que je me rappelle, alors tu me diras si ma date elle est bonne, je crois que c'est en septembre 2020 où l'Union européenne a dit, OK, tous les sites gouvernementaux doivent être maintenant accessibles à tout le monde, tous les sites d'État. Est-ce que ça a fait un déclic au niveau des entreprises ou est-ce que tout le monde se dit juste, OK, ben, je le fais parce que c'est obligatoire, mais sinon, il n'y a pas eu plus de déclic que ça? Ou est-ce que je dis des Alors, bêtises là? Dis-moi, là, je suis sous toi. ok. Pour l'Union européenne, je peux pas vraiment te dire. Moi, ça fait déjà presque une décennie que j'ai quitté l'Europe. Donc là, on est en Amérique du Nord. Puis, globalement, ce que je peux dire, par contre, puisque je l'ai vu en France, mais je l'ai vu aussi au Canada, c'est que lorsqu'il y a une vraie loi qui est passée avec une vraie date butoir et des vrais risques juridiques qui ne sont pas forcément appliqués tout le temps, aux USA, c'est vraiment le cas. Il y a un vrai risque juridique qui se chiffre en millions de dollars en cas de non-respect de l'accessibilité. Et certaines grandes compagnies en ont fait les frais. Au Canada et en France, c'est, on va dire, moins le cas. Du moins, au Canada, j'ai jamais entendu de cas où c'est passé au juridique pour de vrai. Par contre, il y a une vraie épée de Damoclès dessus. Et oui, les grandes compagnies, clairement, font le travail d'accessibilité. Des fois, ils vont être en retard. Ils vont vraiment être en retard peut-être d'une ou deux années, mais elles vont lancer les démarches. Malheureusement, bah, c'est juste que c'est pas magique. Elles souhaiteraient que, ça y est, tous leurs développeurs soient experts en accessibilité en quelques semaines, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Ça fait 15 ans que je fais de l'accessibilité, puis j'en apprends encore tous les jours. Donc, on peut pas dire que ce C'est soit un quoi la sujet dernière chose que qui tu as soit fini. apprise? Quelle est Excuse, ta question? c'est quoi la dernière chose que tu as appris sur le sujet, justement? Là, il y a une version brouillon du nouveau référentiel qui est sorti à la version 3 récemment, qui va apparemment changer pas mal la donne. Et puis, bah, il reste encore beaucoup à lire pour moi, en tout cas au niveau de ce draft, parce que j'ai pas eu encore le temps de lire au complet. Mais donc, c'est-à-dire que là, potentiellement, même au sein des nouvelles années, il y a encore un nouveau référentiel à apprendre qu'il va falloir implémenter. Il va falloir aider les gens aussi à le comprendre et à les former là-dessus. Donc, bah voilà, c'est une bonne continuité. Et puis, c'est bien parce que le référentiel qu'on est basé actuellement, en fait, c'est une source qui date de 2008 parce qu'on est à la version 2 du référentiel un petit peu entre guillemets international d'accessibilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est le WCAG. Et puis généralement on utilise la version 2.1, mais la version 2.0 qui est à la base de la version 2.1 en fait date de 2008. Donc on est sur un référentiel en fait qui est très loin en termes de technologie de ce qui se fait aujourd'hui. Le référentiel parle de technologie flash qui aujourd'hui n'existe même plus, qui est plus utilisée. Donc, c'est sûr qu'une refonte, une nouvelle version est importante. Et donc, bah, ça veut dire qu'il y a autant de choses à réfléchir, à repenser et des méthodologies finalement à revoir à ce niveau-là. Et est-ce que l'accessibilité, c'est quelque chose qui est quand même... Parce que là, tu me parles de 2008, donc il y a eu la deuxième version. Genre, c'est quand vraiment qu'on a commencé à s'intéresser plus à l'accessibilité? Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même rare qu'on en parle, alors que c'est un sujet que je trouve hyper important. De pourquoi aussi on est là, parce qu'il faut sensibiliser là-dessus, mais qu'on entend comme vraiment peu parler. Est-ce que c'est parce que c'est super récent comme sujet? Comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Bah, l'accessibilité, c'est clairement pas récent puisque j'en faisais il y a déjà 15 ans et puis ça existait déjà depuis un bon moment. Donc, c'est pas récent. Le problème, c'est que au niveau éducatif, c'est-à-dire des formations, il faut remettre en contexte. C'est que toutes les formations universitaires, par exemple, liées au web, sont des formations qui sont récentes. C'est-à-dire, tu reviens 15 ans en arrière, trouver des formations dans le domaine du web, autant dire que ce n'est pas évident, il n'y avait pas beaucoup, on n'avait pas tout le contenu aujourd'hui où il y a des dizaines de formations en ligne. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux te former dans n'importe quelle technologie web, tu as des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, de podcasts, de formations en ligne. Tu as des formations réelles avec des vrais professeurs ou des consultants. Mais si on revient en arrière, déjà, ça n'existait pas tout ça. Et puis, si on prend justement ces formations-là, bah, c'est des formations justement de personnes qui n'ont pas forcément connaissance de l'accessibilité. Et donc, très souvent, c'est dommageable parce qu'on voit une personne qui commence à en parler ou qui a un article dans la documentation et il dit ah oui, oui, on sait que l'exemple n'est pas accessible, mais ça ne couvre pas le sujet, l'accessibilité de mon exemple, donc je ne donnerai pas d'éléments dessus. Ou alors la personne va dire bah, je ne suis pas suffisamment connaisseur et donc bah, je ne vais pas vous en parler. Et c'est un petit peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le web est construit un petit peu de façon en mode composant, c'est-à-dire c'est des briques de Lego qu'on assemble les uns avec les autres.
Et quand les briques de base ne sont pas accessibles, donc on va construire un projet avec des briques qui n'ont pas été pensées pour de l'accessibilité. Et donc, on va produire des sites non accessibles parce que les personnes qui ont conçu ces briques à la base n'avaient juste pas de notion d'accessibilité. Pour te donner un ordre d'idée sur des formations universitaires de 3 ans, j'ai donné des cours d'accessibilité, puis c'était 3 heures de cours d'accessibilité sur les 3 années de formation. Donc, C'est autant rien. dire, c'est une goutte d'eau. Et en plus, les étudiants étaient souvent sous l'eau avec plein de projets à rendre. Et donc, la moitié n'était pas là et l'autre moitié écoutait d'une oreille parce qu'ils devaient finir en vitesse leur projet à côté. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué sur l'accessibilité. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu pourrais nous partager, d'ailleurs, enfin, pour ceux qui nous écoutent en cas, ce site-là, parce que je trouvais que ça a vraiment parlé. Tu sais, c'était un site que que tu m'avais montré où ça te montrait quand les personnes ne voyaient pas, tu sais, comme une partie de l'écran, comment c'était exactement et tout. Et ça, c'était vraiment marquant où tu pouvais te mettre à la place de la personne et se dire, OK, là, je comprends mieux ce que la personne vit. Et puis peut-être que tu sais, ça marque plus les esprits de dire on va faire des choses. Est-ce que Alors, pour le site en question, honnêtement, je ne m'en souviens plus. Je pourrais te le redonner, puis tu pourras le donner en complément la prochaine oui, fois. j'ajouterai dans les notes de l'épisode. On va faire ça. Je rajouterai Par dans les contre, notes de l'épisode. Oui. ce que tout le monde peut faire facilement, c'est tester la synthèse vocale. Ça, c'est très facile à tester. Si vous êtes sur macOS, donc vous avez un MacBook ou vous avez un iPhone, peu importe, la technologie s'appelle Voice Over. Donc, c'est une technologie où vous cherchez Voice Over au niveau de votre système et vous l'activez, puis vous allez avoir la synthèse vocale qui vous parle, en fait. Et vous avez le bouton ensuite pour le redésactiver. Si vous avez un Windows récent, donc par exemple un Windows 10, le système derrière s'appelle narrateur window. Et puis là, pareil, vous pouvez chercher dans la barre de recherche narrateur, et puis vous allez pouvoir activer la synthèse vocale. Et donc là, à partir de là, vous allez entendre chaque action que vous allez faire. Qu'est-ce qu'un utilisateur aveugle, par exemple, va entendre et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est une démo généralement que je fais en public. Ce que je fais, c'est j'active donc la synthèse vocale. J'indique à l'utilisateur quels sont les raccourcis clavier pour utiliser la synthèse vocale. Puis, je mets un papier blanc devant l'écran. Puis, je lui dis de faire des actions sur le web alors qu'il ne voit pas qu'est-ce qui se passe à l'écran. Et il doit s'orienter uniquement avec le son. Ah oui, ça c'est vraiment un test à faire. Et comment les gens s'en sortent habituellement quand tu fais ça avec eux? Ça dépend grandement des personnes. Si les personnes Ok. sont déjà un petit peu habituées au web, elles vont arriver à leur résultat si le site web sur lequel je les ai envoyés est accessible, bien évidemment. Si le site n'est pas accessible, autant dire c'est peine perdue, hein. Pour les personnes Et qui sont juste, moins à l'aise, c'est sûr que c'est plus compliqué. et justement, quand le site il n'est pas accessible, qu'est-ce qui se passe? C'est juste tu peux pas. Enfin, il y a quelque chose où la voix te dit ok, ben il y a rien, tu t'es juste bloqué, tu peux accéder à rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, admettons, admettons que j'ai un bouton pour ouvrir, par exemple, la barre de recherche. Et dans le bouton, je n'ai pas écrit rechercher. J'ai juste une icône, une loupe de recherche. Si au niveau du code, le développeur n'a pas mis un texte alternatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas associé l'icône à un texte où il y aurait écrit textuellement rechercher, la synthèse vocale, qu'est-ce qu'elle va dire lorsque tu vas aller sur le bouton? Ça va dire bouton vide. Donc, on sait qu'il y a un bouton, mais on ne sait pas à quoi il sert. Ah, Parce c'est que, horrible! parce que l'icône ne peut pas être retranscrite si quelqu'un ne lui a pas dit qu'est-ce qu'elle représente. Le logiciel ne peut pas savoir qu'est-ce que représente une icône, ne peut pas savoir qu'est-ce que représente une image. Et donc, je te donne un autre exemple. Si jamais tu as plein de blocs avec des mises en page d'articles et que à chaque fois dedans il y a un lien en savoir plus et que l'utilisateur va naviguer de lien en lien, par exemple, donc avec sa synthèse vocale, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre lien en savoir plus, lien en savoir plus, lien en savoir plus. Et donc, il va devoir arrêter sa lecture en cours, essayer de remonter dans le contenu, mais il faut penser que la personne ne voit pas le contenu, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant le lien. Et donc, pour essayer d'entendre le contenu qui a avant le lien en savoir plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de labelliser correctement ces liens, parce que sinon, les synthèses vocales ne sont pas capables de retranscrire vers quoi ça va mener. Mais je trouve ça d'autant plus important parce que je suis en train de me mettre à la place de la personne. Juste moi, quand le bouton il marche pas, ça m'énerve. Alors juste que tu sais qu'il y a un bouton, tu sais pas ce qu'il y a, pourquoi, comment, de quelle façon. En fait, tu peux cliquer nulle part. C'est Hmm. plus que frustrant. Enfin, je comprends même Je pas te pourquoi. confirme.
Je te confirme, C'est il y a une quinzaine d'années en arrière, Google n'avait pas vraiment de préoccupation pour l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Et je me souviens, à OK. l'époque, je faisais une démo justement lors de mes formations en mode, allez sur le moteur de recherche Google, allez sur le bouton de recherche et vous allez entendre bouton vide. C'est-à-dire, vous ne savez pas à l'époque sur Google que vous étiez sur le bouton pour valider votre recherche. Aujourd'hui, ça a bien changé, hein, parce que forcément, Google maintenant fait les efforts d'accessibilité qu'il faut pour être à peu près irréprochable. Mais à l'époque, on ne pouvait même pas utiliser Google facilement, en fait. Et je vais revenir tout à l'heure, tu sais, tu me disais, que les grandes entreprises, notamment aux États-Unis, elles étaient vraiment très sanctionnées si elles mettaient pas en place ce qu'il fallait pour l'accessibilité. Heu, je me rappelle d'un cas de Domino's et je pense que tu l'as entendu parler aussi, où eux, ils avaient eu, Oui, une grosse amende de mémoire. Est-ce que tu pourrais nous partager, ce qui s'est passé avec Domino's? Alors si on oui, bah, oui, de toute façon, c'était dans les journaux, donc oui, on peut en oui. parler. Alors, pour Domino's, je ne sais pas s'ils ont eu une amende, mais ce qui a été le cas, c'est que leur nouvelle application qu'ils ont sortie, les sites web, n'était pas accessible. Et puis, ils ont refusé littéralement de rendre ça accessible. Et derrière, ils ont décidé de commencer à faire un sondage vis-à-vis de leurs utilisateurs pour demander si les utilisateurs étaient préoccupés par l'accessibilité. Et puis là, les instances juridiques on leur ont dit, bon, on arrête ça tout de suite, là, non, vous allez vous conformer et on arrête ça. Je ne connais pas le fin mot de l'histoire. Par contre, ce que je ne comprends pas personnellement, c'est comment une marque comme Domino's refuse catégoriquement de faire d'accessibilité. C'est pas, hey, on s'excuse, on ne savait pas. Non, non, c'est, non, on s'en fout et on n'a pas envie de le faire. Comment une marque peut dire ça à ses utilisateurs? Je comprends juste pas. Surtout, on ne parle pas d'un site ou d'une plateforme qui a des milliers de pages différentes. Tu sais, Domino's, tu vas construire ta pizza, à la limite, donc il y a le constructeur de pizza qui est un petit peu plus difficile à rendre accessible, mais c'est juste une formulaire pour une marque comme ça. C'est pas des mois et des mois de travail pour fixer des problèmes. Donc, je comprends même pas comment tu peux te mettre dans une position où littéralement tu vas en l'encontre de tes utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Pour ma part, tu sais, j'ai pas de problème d'accessibilité avec Domino's. Et ça, je me suis dit, ouais, Domino's, c'est quoi? Je vais peut-être commander ailleurs maintenant parce que, bah, tu sais, s'ils s'en foutent des gens, bah, euh, je vais avoir une marque un peu plus responsable. Bah oui, complètement. Mais je comprends pas. Enfin, comment est-ce que tu arrives à cette réflexion-là de, bon, en fait, je m'en fous, genre de l'accessibilité des personnes, parce que c'est des personnes qui vont même pas acheter, enfin, qui peuvent pas non plus acheter ton produit. Donc, je vois pas la logique là-dedans de se dire, bon, laisse tomber. Ça me C'est dépasse. sûrement Voilà, les coûts, c'est les coûts qui sont associés à ça. C'est-à-dire, si tu n'as pas tes équipes qui sont formées, il faut former tes équipes, ça prend du temps, ça va ralentir tes développements. Derrière, ça veut dire que aussi, bah, potentiellement, si ton site n'est pas fait correctement, bah, il va falloir le refaire, donc ça va rajouter des surcoûts derrière. C'est souvent ça, en fait, parce que pour moi, effectivement, le seul argument qui devrait être suffisant à l'accessibilité numérique, c'est justement éviter toute forme de discrimination. C'est-à-dire, on donne un contenu à tout le monde et ça devrait être une raison suffisante. Point. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs ajoutées à faire d'accessibilité. Bah, on peut en parler, donc ça fait rayonner la marque. C'est-à-dire, hey, on se préoccupe des gens. Tu sais, en termes d'image de marque, c'est peut-être pas mal déjà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui qui ont une page d'accessibilité en bas de leur site où ils parlent de leur démarche, de qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi c'est important. Bah, parce que, bah, en termes d'image de marque, c'est important de dire, hey, ça se passe bien. C'est comme, par exemple, les transports de Montréal ont une page d'accessibilité, ils ont pris en compte l'accessibilité numérique alors que ce n'est pas une obligation légale pour eux, parce que c'est quelque chose qui pour eux est important. Et puis, bah, au-delà de ça, il y a en principe bah, la volonté d'augmenter en compétences au niveau des développeurs, c'est-à-dire que si ça serait amené correctement, les développeurs ne verraient pas ça comme une contrainte, mais verraient ça comme un moyen justement de faire des choses plus qualitatives, être fiers de leur travail, tout simplement. Donc, pour moi, monter en compétences, c'est vraiment quelque chose de positif. Et puis ensuite, le dernier argument qui marche toujours, c'est bah, tu risques une grosse amende. Et puis, bah, généralement, c'est celui-là qui fait mouche à tous les coups. ah, mais j'espère qu'un jour ça va être inversé la vapeur, tu sais, qu'il y aurait autre chose que juste l'amende qui est là pour dire, ok, bah, cette fois on s'occupe des choses. Mais juste, tu sais, là je pense au recrutement. Tu sais, si ton site web en tant que juste d'entreprise ou qui est pas accessible bah, à d'autres personnes en fait qui ont un handicap, enfin qui sont en situation de handicap visuel ou autre d'ailleurs, et bah tu t'enlèves aussi une bonne partie de la population que tu pourrais recruter aussi dans ton entreprise, tu vois. Ça Oui, serait bien ça aussi. évidemment. C'est clairement déjà de la discrimination, hein, même sans le savoir, pour commencer.
Et puis ces personnes-là, effectivement, pour les postes recherchés, auraient pu faire très bien l'affaire, et puis elles ne pourront jamais postuler, à part par des voies entre guillemets plus conventionnelles, si elles y arrivent, c'est-à-dire appeler l'entreprise ou essayer de la joindre par courriel directement. Mais encore faut-il y arriver, parce que si la page de contact, par exemple, n'est même pas accessible, elle n'arrivera même pas à contacter, par exemple, potentiellement les personnes clés qui sont derrière pour gérer ça. Et mais justement, pour pas qu'on tombe dans cette situation-là, ou qu'on tombe comme domineuse là, qu'on soit pas dans ce cas-là, c'est quoi les bonnes pratiques que tu pourrais partager avec nous? Bah, au niveau des bonnes pratiques, en fait, déjà, il y a tout ce qui touche le bon sens. C'est-à-dire que si déjà dans ta page, il y a quelque chose que tu as du mal à lire, du mal à comprendre, c'est qu'il y a potentiellement un problème. Donc, ça peut être très bien des contrastes sur les couleurs pas suffisants, la taille de la typographie pas suffisamment grande. Ça peut être des textes défilants. Donc, très souvent, les clients aiment bien avoir ce qu'on appelle des carousels. Ce sont les fameuses images ou articles en plein écran qui défilent vers la droite et la gauche de manière automatique. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des gens n'ont pas le temps de lire le contenu alors qu'on est déjà passé à la slide suivante. Et puis, personnellement, euh, j'ai aujourd'hui développé un biais cognitif qui fait en sorte que dès qu'il y a ces éléments-là dans la page, mon cerveau les traite comme de la publicité et les ignore complètement. C'est-à-dire les gens qui pensent mettre plus de contenu intéressant en haut de page grâce à ce système de défilement, en fait, je vais complètement l'ignorer et je vais scroll down en dessous du composant. Donc, si tu as mis ton top 3 des articles en haut, bah, potentiellement, je ne les lirai jamais. C'est comme la à droite, je crois aussi, ton cerveau maintenant automatiquement, tout ce qui est à droite de ton écran, il le considère comme la publicité, donc il va jamais regarder, il va jamais le lire. Bah, c'est clairement une possibilité. J'ai pas lu d'article à ce sujet récent, mais je sais que, bah, en tout cas, le rejet mental des zones publicitaires est quelque chose de réel. Il a été testé justement au niveau du marketing. Et puis, bah, pour moi, en tout cas, les blogs défilants marchent comme ça, clairement. Donc, oui, si vous embêtez votre utilisateur, par exemple, certains clients veulent avoir une vidéo en autoplay. OK, lancez peut-être votre vidéo en autoplay. Dans ce cas-là, faites en sorte que le son, lui, ne soit pas actif. Parce que si la personne utilise une synthèse vocale pour lire le contenu de la page, elle arrive sur votre site et le contenu de la vidéo commence à se lancer en arrière-plan et qu'elle n'a aucune mécanique pour l'arrêter immédiatement, bah, vous venez de faire de sa vie un enfer à ce moment-là. Et puis, parlons même pas du cas où il est peut-être minuit, vous avez oublié de désactiver vos haut-parleurs, la vidéo se lance avec le son à fond, votre enfant dort à côté, ça vient de le réveiller. Bon, c'est pas très cool. Donc, il y a plein de choses comme ça qui est lié au bon sens. Ça, déjà, c'est la première chose à penser. Si quelque chose vous dérange, vous, en tant qu'utilisateur, c'est que probablement, il y a d'autres utilisateurs que ça doit déranger encore plus. Ensuite, l'autre bonne pratique, c'est quand on fait du contenu par du développement, il faut s'assurer que les développeurs sachent implémenter de l'accessibilité. Parce que si ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est sûr que le site ne va pas être accessible. Et pour finir, il faut aussi arriver à se former correctement aux outils de rédaction, parce que très souvent, on pense qu'il suffit juste d'écrire et puis ça suffit. Non, il faut savoir utiliser correctement ces outils. OK. En termes d'outils de rédaction, tu me donnerais quoi comme conseil là-dessus? Juste de base, alors je pense qu'il faut aller plus loin et aller se former là-dessus, mais déjà, est-ce que tu as des petites astuces comme ça de base, où tu dirais: «OK, ça, il faut absolument que vous le fassiez»? La première chose à prendre en considération, et puis ça dépend si c'est des outils qui sont déjà prêts à l'emploi, est-ce qu'ils ont été développés sur mesure, et c'est pour ça que je ne peux pas avoir une réponse, on va dire, absolue pour tout le monde, mais généralement, les outils de contenu proposent une barre d'outils qui vont permettre déjà de donner le type de structure de base à ton contenu, c'est-à-dire les niveaux de titres, donc H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Généralement, c'est la hiérarchie de titres, donc c'est l'importance des titres. Et ça, il faut voir ça un petit peu comment tu vas générer mentalement un sommaire. Donc, tu commences ton article avec un H1, tu vas rentrer ton contenu qui est lié à ton titre de niveau 1, puis tu vas structurer tes différents titres de niveau 2, donc tes H2, et ainsi de suite. Et donc, il faut déjà penser ton contenu pour qu'il marche vis-à-vis de ta structure de titre. Parce que ça n'a pas de sens de passer, par exemple, d'un H2 à un H5, mais surtout, ça n'a pas du tout de sens de structurer un H2, puis un H3, puis revenir sur un H2, alors que ça fait partie de la même catégorie, finalement, de contenu. Donc, il faut voir ça vraiment comment tu catégorises ton contenu. Ensuite, il faut savoir que mettre ton texte en gras, ce n'est pas faire un titre. Ce n'est pas parce que tu as mis une seule ligne avec un texte en gras que c'est un titre. Non, c'est juste un texte en gras. Ça va être signalé potentiellement à la synthèse vocale que le titre est mis en gras, mais du coup, on n'a aucune notion de hiérarchie. Le gras, c'est juste pour mettre
des mots clés avec un petit peu plus d'importance. Et pour finir, ça va être justement la gestion, par exemple, soit de paragraphes, soit de listes à puces, ordonnées ou non ordonnées, lorsqu'on veut structurer notre contenu classique. N'allez pas sauter 10 lignes parce que c'est pas joli, parce que le texte est trop collé. Le problème là n'est pas lié à votre contenu, il est lié à votre mise en page. Donc c'est au développeur de fixer la mise en page. Par contre, un paragraphe ne devrait pas être sauté 3 fois parce que qu'est-ce qui va se passer dans votre page? En fait, ça va générer 3 paragraphes vides. C'est pas très grave, mais du coup, vous êtes en train de générer du code qui n'a aucun sens parce que vous générez des paragraphes qui n'ont aucun contenu. Donc, voilà, pensez vraiment à ces éléments-là. Le but, c'est que ce que vous voyez à l'écran et ce que vous écrivez doit être décorrélé. Vous, quand vous faites de la rédaction de contenu, la seule chose que vous devez penser, c'est est-ce que mon contenu est sémantique? C'est-à-dire, est-ce que le sens rattaché à mon contenu est correct? Ensuite, la mise en page, c'est une surcouche qui vient être rajoutée soit par le développeur, et dans l'exemple d'un document Word, ça va être attaché au style. Donc, vous allez dire, je veux que mon titre de niveau 2, il ait un espace de 50 pixels, qui soit en taille 18 et qui soit bleu, par exemple. Mais ça, c'est rattaché au style. Donc, tous vos titres de niveau 2 vont avoir le même style dans ce cas-là. Est-ce que certains pourraient se dire aussi, parce que là, avec tous les conseils que tu nous donnes, c'est attends, moi je saute de ligne pour que ce soit plus joli, mais là, Eric, il est en train de me dire, non, saute pas de ligne parce que sinon, tu auras des paragraphes vides. Est-ce que l'accessibilité peut rendre ton site moins joli visuellement? Tu sais, ça peut être une peur, ça, de certaines personnes? Alors, oui et non. Le référentiel d'accessibilité est découpé en 3 niveaux. Niveau A, double A, triple A. Généralement, le niveau A, c'est ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'en principe, tous les sites devraient respecter les critères de niveau A parce que c'est des critères vraiment de base et que si jamais ils ne sont pas respectés, l'accès au contenu est vraiment compromis. Donc là, on ne devrait même pas discuter de est-ce que ça a un impact sur mon site. C'est le fait de ne pas faire comme ça, en fait, c'est ne pas faire correctement les choses. C'est-à-dire que potentiellement, ton code n'est pas bon, la sémantique derrière n'est pas placée correctement, ta page, le titre n'a pas été déclaré correctement, tes fameuses images sur tes, par exemple, boutons, sur tes liens n'ont pas de texte alternatif. Donc, il y a un vrai problème d'accessibilité. Les niveaux AA, c'est ce qui devrait être fait. Donc, on n'est pas en absolu, mais généralement, tous les pays au niveau législatif demandent une validation des critères A et AA. Ces critères-là, en termes de visuel, généralement, c'est du bon sens. C'est-à-dire ça va demander des contrastes qui sont suffisants, ça va demander que la page puisse être zoomée de manière correcte. Et les impacts visuels, si le design a été pensé avec de l'accessibilité en tête, potentiellement, on va avoir quelque chose qui est très joli, qui marche très bien, parce que la plupart des marques, en fait, aujourd'hui, des institutions, des systèmes bancaires sont des sites qui doivent être accessibles. Donc, potentiellement, ces sites-là le sont aujourd'hui, ils n'ont pas de grand impact visuel. Et le niveau AAA, c'est quelque chose généralement qui n'est pas demandé, c'est ce qui pourrait être fait. C'est-à-dire, on met, on va dire, un step plus loin dans l'accessibilité, on va rajouter des outils, on va rajouter des vérifications pour justement faciliter la vie à nos utilisateurs. Ça, c'est rarement fait. Par contre, oui, ces critères parfois peuvent avoir un impact visuel assez important. Et généralement, c'est pour ça qu'on associe les sites accessibles à des sites qui ne sont pas très jolis, parce que justement, les communautés qui travaillent sur l'accessibilité, les experts en accessibilité, essayent de valider ces critères AAA. Et donc, oui, c'est un impact sur leur design parce qu'ils préfèrent privilégier le contenu au côté waouh et marketing. Je ne rejette pas en bloc le côté waouh et marketing. Bien sûr que les marques en ont besoin. Mais avec des critères AA, on peut faire les choses correctement sans que c'est d'impact visuel, du moins juste en faisant pas les choses de manière non conventionnelle, tout simplement. Tu as de l'espoir pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un jour, en tout cas, tous les sites accessibles? Ou on est encore loin? Aujourd'hui, on en est loin, mais avec les lois qui avancent, avec le tout numérique, c'est-à-dire que la plupart des services vont migrer vers le tout numérique. C'est-à-dire que les développeurs aujourd'hui sont obligés d'apprendre l'accessibilité si tu veux travailler justement pour une institution, si tu veux travailler pour des grands comptes, des services institutionnels. Donc, il va y avoir une montée en compétences sur long terme. Ça ne va pas se faire en 6 mois, ça ne va pas se faire en un an, ça va prendre des années et des années. Mais au plus des gens vont être formés dans le domaine, au plus ils vont en prendre conscience, au plus ils vont demander aussi aux développeurs d'avant qui vont construire les briques de leur fournir des briques accessibles. Et donc, ça va être un cercle vertueux qui va s'enclencher au fur et à mesure, où plus de gens vont devoir s'en préoccuper, et donc, au plus de gens vont
savoir le faire, en fait, sans devoir s'en préoccuper. Et c'est ça qui est important. C'est qu'au bout d'un moment, quand c'est juste, on va dire inné, c'est-à-dire que on a à le faire et puis c'est tout, on ne va pas le faire autrement, dans ce cas-là, ça va être fait tout seul. Très souvent, je donne ça avec mon sac qualité, c'est-à-dire que l'accessibilité, en fait, c'est juste une bille dans mon sac de la qualité. C'est-à-dire, on ne va pas dire, hey, je ne vais pas faire attention au référencement dans les moteurs de recherche, ou je ne vais pas faire attention à la vitesse de chargement de mon site, ou attention, je ne vais pas faire attention au design de mon site. Non, toutes ces billes-là sont importantes. L'accessibilité, en fait, aujourd'hui, souvent, elle est en dehors du sac alors qu'elle devrait être dedans, tout simplement. Complètement. Et en parlant justement, là, on a beaucoup parlé d'accessibilité web, mais là, je me dis, il y a autre chose aussi dans l'accessibilité. Tu sais, là, je pense aux chefs de projet qui utilisent souvent Jira, ou tu peux utiliser aussi, certains vont utiliser Trello. Sur ce genre d'outils que tu peux utiliser ou d'outils de ticketing, tu sais, des fois, tu as des choses comme important, très important, moins important, et que ça à traiter. Et puis, qui n'est pas un site web à proprement parler, Mm. mais tu vas avoir comme des petites icônes, tu sais, pour dire, ou avec des codes couleurs. Et je me dis que juste ça, quand tu es dans une entreprise, et puis là, je m'adresse, et puis tu vas me dire si c'est bon ce que je dis ou pas, mais en tout cas, à tous les chefs de projet, en tout cas, qui nous écoutent, c'est que les couleurs qu'ils vont mettre, de faire attention. Parce que juste ces petites couleurs-là va impacter aussi, enfin peut impacter en tout cas des personnes qui peuvent être peut-être daltoniennes dans l'équipe, qu'on ne sait pas, parce que ça, on va peut-être pas crier sur tous les toits qu'on est daltonien, mais qui va impacter en tout cas sa vie professionnelle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si tu as une icône qui est similaire, par exemple une icône de flèche vers le haut pour dire que l'élément est important à faire et que la seule chose que tu as mis sur ta flèche, c'est une variation de vert, potentiellement, les personnes qui ne sont pas capables de saisir cette variation de vert vont juste pas la comprendre. Mais par exemple, une des problématiques des personnes atteintes de daltonisme, c'est que très souvent, le rouge et le vert vont être confondus. Et donc, en plus de ça, c'est-à-dire qu'une icône qui peut dire, hey, la couleur rouge est critique et la couleur verte est bonne, si le texte à côté ne dit pas qu'est-ce qui se passe, elles peuvent juste ne pas comprendre correctement l'information ou analyser l'information de manière non correcte. Et quand on parle que les personnes n'en parlent pas au niveau du daltonisme, c'est une réalité. Dans l'ancienne de mes équipes donc de développeurs que j'avais, la moitié de mes designers étaient atteints de daltonisme. Et donc là, on peut se dire, waouh, 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 qu'est-ce qui se passe là? Comment tu peux faire du design si tu n'es pas Oui, capable de c'est percevoir les clair, couleurs? complètement. Et en fait, ils perçoivent des nuances de couleurs. C'est juste qu'ils ne perçoivent pas le rouge tel que les personnes qui ont la perception du rouge, là, c'est-à-dire qu'ils vont voir des dégradés, ils vont apprendre aussi à travers de leur vie que tel habit, généralement, est associé à tel autre habit. Et donc, ils savent quels sont les matchs de teintes de couleurs pour pas faire défaut, justement, au style vestimentaire. Et puis, un de mes amis, justement, me disait, quand un client me parlait d'une couleur, je lui dis pas, est-ce que c'est ce rouge-là que tu veux? Non, non, il disait, est-ce que c'est cette couleur-là que tu veux? Ah, c'est bien. Voilà. Et comme ça, il parlait pas de couleur, juste désignait une couleur et puis le client lui dit, ah non, non, regarde un peu plus bas là, je veux cela. Ok, tiens, voilà, je te mets cela. Et puis voilà. Parce que Ah, justement, en termes de designer, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif, de ne pas percevoir les couleurs, alors que la plupart des designers s'en sortent très bien en design, alors qu'ils ne perçoivent pas toutes les couleurs. mais c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un designer qui est daltonien ne peut pas être designer. Alors que c'est pas ça du tout, quoi. Ça, C'est c'est complètement faux. ouais, Une fois c'est de plus, complètement. il n'y a pas de handicap, il n'y a que des situations de handicap. Mm. Et la situation de handicap, en fait, c'est quand la civilisation n'a pas donné l'opportunité à certains groupes de personnes à faire ce qu'ils devraient pouvoir faire en principe, tout simplement. Et puis, des situations de handicap, on a juste un exemple avec du matériel qu'on utilise tous les jours, par exemple des souris qui sont pensées pour personnes droitières. Et puis, si tu es gauchère, ta vie est plus compliquée pour l'ensemble des objets de ton quotidien. Et donc là, c'est pas d'accessibilité numérique, c'est juste d'accessibilité, et puis ça touche une grande partie de la population dans leur quotidien, tout simplement. Mais ça, je trouve ça super important, ce que tu es en train de dire là. C'est clairement, enfin, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles on n'y pense pas. Et justement, est-ce que juste en tant que citoyen, il y a des choses au niveau de l'accessibilité, que ce soit numérique ou non, qu'on peut faire, qu'on devrait penser? Pour l'accessibilité de manière généralisée, en fait, il y a des lois qui encadrent tout ça. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais
déjà, il y a la place, il y a des ascenseurs qui sont mis dans pas mal d'infrastructures aujourd'hui, justement. Il y a des rampes d'accès pour tous les nouveaux bâtiments, c'est-à-dire que c'est des rampes qui permettent aux fauteuils roulants justement de rentrer dans des bâtiments qui seraient en principe accessibles qu'avec des escaliers. Il y a aussi les bandes podotactiles, c'est les petites bandes au sol généralement qui sont jaunes, qui sont en relief, genre des demi-cercles, et qui représentent finalement souvent une chute dangereuse. Donc, elles vont être par exemple dans les transports en commun pour indiquer soit des escaliers, soit des chutes d'accès au train, au métro, par exemple. Et donc, c'est des objets du quotidien qu'on ne calcule pas forcément, mais qui sont là en permanence et qui sont là partout. Et l'industrie pense vraiment à l'accessibilité parce qu'il y a des lois qui existent. Au Canada, il y a la loi sur l'accessibilité qui est sortie il y a quelques années de ça et qui parle justement de l'accessibilité de manière générale. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer plus en détail que ça parce que ce n'est pas ma spécialité, mais globalement, finalement, la seule chose qu'il faut se poser comme question, c'est quand je produis quelque chose, est-ce que je laisse des gens sur le côté, en fait, tout simplement. Et ça, je l'ai remarqué moi-même. Tu sais, je fais de l'accessibilité numérique. Je voulais faire un lunch and learn dans mon entreprise, donc pour de l'accessibilité numérique, et on rentrait exactement dans ce cas-là. On était au troisième étage, il y a des ascenseurs. Sauf que pour rentrer dans le bâtiment, il y a 2 marches d'escalier et il n'y a aucune rampe d'accès. Donc, je fais, come on, je veux faire une conférence sur l'accessibilité et puis les gens qui ont besoin de se rendre là, en fait, il y a une partie qui ne pourront pas. Du coup, il a fallu qu'on trouve d'autres locaux, justement, qui soient accessibles pour faire cette présentation correctement. Mais parce que dans mon quotidien, je n'y pense pas forcément. Ouais. Ah, c'est fou! Parce que je suis en train de me dire, toi, tu veux essayer de faire quelque chose pour l'accessibilité, et en fait, tu as d'autres contraintes auxquelles tu n'y penses pas forcément qu'il peut avoir, quoi. Mais en France, maintenant, ça, je sais pour la France, alors le Canada, je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas, mais en France, maintenant, tous les bâtiments, donc ça va être où le public doit y avoir accès, tu es obligé d'avoir une rampe pour que les personnes puissent pouvoir y accéder. C'est comme obligatoire maintenant. Ben, pour la France, je ne sais pas. Et puis, je sais que des lois pour les rampes d'accès existent, mais des fois, c'est aussi lié au contexte et à l'existence du bâtiment. C'est-à-dire, tous les nouveaux bâtiments doivent. Mais, tu sais, j'ai un petit doute que dans certaines petites rues étroites de vieux bâtiments, dans des vieilles villes en Europe, on puisse facilement mettre des rampes d'accès si jamais bah, il y a juste une porte avec un espace de 1 mètre et puis il n'y a pas d'autre entrée. Tu sais, je vois pas comment tu peux mettre une rampe d'accès s'il n'y a juste pas la place physiquement pour la mettre, quoi. Ouais, non, non, complètement. Donc, il doit quand Complètement. même y avoir des dérogations parce que je vois pas comment on pourrait faire en fait. Il n'y a pas de magie à un moment, tu sais. Ouais, tu essayes de faire avec ce que tu as aussi là. Mais C'est au ça. moins, pour tout ce qui est nouveau, ça, enfin, je, Oui, je suis même sûre, pour tout ce qui est nouveau, c'est comme obligatoire maintenant oui, d'avoir une rampe d'accès oui, là-dessus, ce tout que à je fait. trouve bien. Et c'est pour ça que tous les Et nouveaux bâtiments non. ouais, complètement. Et vu qu'on arrive bientôt à la fin de mes questions, c'est passé super vite. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose auquel on n'a pas du tout parlé et qui pour toi est important à faire passer là, aujourd'hui? Bah, en fait, ce que j'aurais envie de dire globalement, c'est l'accessibilité, c'est pas que pour les autres, c'est vraiment pour vous qu'il faut le penser. C'est-à-dire qu'on sera tous dans cette situation-là et il faut pas oublier que bah, la petite pandémie là qu'on a depuis bientôt 2 années, bah, finalement les services physiques en succursale sont fermés, les services téléphoniques sont saturés et donc bah, finalement une grande partie de la population bah, peut avoir accès au contenu et puis aux différents services, que ce soit service bancaire, que ce soit service d'impôt, uniquement via la voie numérique. Et donc, bah, là, on a vu un petit peu les limitations qui sont liées à ça. C'est que bah, déjà, il y a beaucoup juste d'entreprises qui n'étaient pas du tout présentes au niveau du numérique, des restaurants notamment. Et puis, bah, quand tu peux plus vendre tes produits en physique et que bah, tu n'es plus plié au numérique, bah, autant toucher toute la population, et tu feras plus de ventes, surtout dans des situations difficiles. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux de faire ça parce que ça va aider les gens, mais ça va aussi aider tout le monde, y compris bah, les vendeurs, y compris les utilisateurs finaux. En tant qu'utilisateur, j'ai envie que bah, dans 20 ans, quand j'utiliserai le web, que tout soit accessible parce que j'en aurai probablement besoin. Surtout qu'en 2050, je crois qu'il y aura plus d'un quart de la population qui aura plus de un quart ou non, ça, un quart de la population qui aura plus de 60 ans.
Donc je me dis, ce serait peut-être C'est le ça, moment qu'on y pense que maintenant, exactement. là, d'être sensibilisé à ça. J'ai aussi une avant-dernière question que j'aime bien poser, que toi, tu as peut-être pas aimé parce que je te connais un peu, mais je vais quand même te la poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin, Eric? Pour moi, une journée perdue, c'est une journée où j'ai rien appris. Et puis, quand je dis rien appris, c'est pas forcément lié au métier. C'est vraiment dans ma vie du quotidien, c'est une journée où j'ai rien appris de nouveau. En fait, c'est une journée qui a été perdue parce que, rien ne s'est passé finalement. Il y a des jours qui arrivent, hein, c'est-à-dire il y a des jours où tu as juste envie, de rester tranquille et puis de regarder une série et puis de rien faire. Mais ce type de journée-là, en fait, me désespère assez. C'est-à-dire que je pense qu'avec de l'instruction, de la connaissance et puis avec ce qu'aujourd'hui justement le numérique, le web nous permet, d'avoir comme information, c'est vraiment bête de s'en priver et d'être juste en mode «consommateur» entre guillemets et non en mode «j'essaye de m'éduquer pour apprendre plus de choses et rendre mon monde meilleur» finalement derrière. Et bien justement, je suis vraiment contente que tu dises ça parce qu'il y a une deuxième question que j'ai qui est préférée, que j'ai juste après cette question, c'est quoi la dernière découverte récente que tu as eue, qui t'a marqué? Alors que ce soit, via un livre, une chaîne YouTube, une personne, enfin qu'importe, qui t'a vraiment marqué et que tu aimerais partager aujourd'hui à d'autres qui puissent, ben, s'intéresser là aussi sur ce sujet. Ouf, il y a beaucoup de sujets, auxquels je pourrais parler. J'essaye, d'en trouver un et puis c'est la dernière information que j'ai trouvée, j'ai un peu honte d'en parler, mais regarde, j'assume. C'est un reportage d'un journaliste qui a analysé pourquoi les machines à glace de McDonald's sont toujours en panne. Et en C'est vrai? fait, oui, et en fait, ce n'est pas à cause des employés, ce n'est pas à cause d'un manque de maintenance, c'est juste que le vendeur de la machine de McDonald's, qui sont des franchisés à la base, a un partenariat direct avec McDonald's et vend des machines défaillantes volontairement, qui coûtent une fortune en maintenance pour que des réparateurs aillent réparer en permanence les machines de McDonald's. C'est-à-dire l'interface de la machine a été faite pour que les personnes qui travaillent chez McDonald's ne puissent pas réparer la machine, tout simplement. Et là, on parle de Mais centaines de non! dollars à chaque fois de réparation de ces machines-là. Alors que les mêmes machines faites par le même constructeur aux autres concurrents, mais qui n'ont pas de partenariat d'affaires direct avec les autres concurrents, les machines marchent très bien. Et en fait, le reportage dure à peu près 1 heure derrière et montre qu'à peu près plus de dizaines de pourcents de machines de McDonald's en Amérique du Nord ne marchent jamais en fait à cause de ces problèmes-là et ça coûte une fortune en fait aux gérants des franchises parce que McDonald's et ce créateur-là font en sorte d'avoir une rotation malsaine finalement de produits défaillants. Et là, on voit que justement, l'accès à l'information, l'accès au web, permet aux gens de comprendre ces mécanismes-là, de voir que ça tourne pas rond, de mettre la pression potentiellement à ces entreprises-là. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant d'aller dans McDonald's pour avoir une glace l'été et de se dire la machine ne marche pas. Moi, personnellement, ça m'exaspère. Donc, Et ben, on va chez un artisan glacier, on va plus chez McDonald's. C'est comme avec Domino's, on va plus chez Domino's. Ils vont pas exactement. m'aimer en écoutant le podcast Ah là. non, Mais mais regarde, c'est exactement ça. En fait, avec quelque chose d'éclairé. Pas plus tard que le week-end dernier, je suis allé faire 60 km de vélo pour aller chez un artisan glacier et puis profiter de ma glace qui était vraiment excellente pour le coup. est-ce que tu peux nous partager le bon plan de cette glace-là pour ceux qui sont au Canada? Alors, elle est à Montréal, elle est du côté du regroupement entre Atwater et Verdun, c'est-à-dire il faut continuer sur le canal Lachine jusqu'au bout du canal Lachine. Et puis là, à côté du parc, je pense, c'est Henri Bourassa, il y a une glacerie qui s'appelle le Quai des Glaces, je pense. Et puis, voilà, essayez là. Il y a une petite file d'attente à cause du Covid, mais c'est pas super cool ça. Mais une fois que vous avez la glace, je pense que vous pouvez en profiter. On termine sur une note sucrée, j'aime bien ça. Et attends, alors juste, je viens d'y penser, je t'ai pas demandé le titre du reportage que t'as regardé pour ceux qui seraient intéressés aussi à le voir. Est-ce que tu te rappelles du titre du reportage?
Alors, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai pas une certitude absolue, je te donnerai le lien. Je pense que c'est John Harris, je suis pas sûr de son prénom, ni de son nom d'ailleurs. Je suis désolé pour lui si j'ai pas dit la bonne info, mais je te trouverai le lien de la vidéo, puis je te la partagerai. Mais dans tous les cas, en tout cas, ce que Eric là nous a dit pendant tout le long de l'épisode du podcast, dès qu'il y aura un nom, un lien ou quoi que ce soit, moi je vais les rajouter dans la description de l'épisode, comme ça vous allez pouvoir vous renseigner sur tout ça. Et puis enfin, Eric, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Vous pouvez me trouver directement via LinkedIn, forcément, donc Eric Giovanetti avec 2 N et 2 T. Sinon, vous pouvez me contacter via ma boîte courriel, donc eric@giov, donc giov.io. Voilà. C'est super, c'est Puis enregistré. n'hésitez pas à me contacter. Des fois, je peux mettre un petit peu de temps à répondre si je suis un peu débordé, mais ça dépassera jamais une semaine ou 2 au maximum si je suis en congé. Voilà. C'est top. Merci beaucoup, Eric. J'ai vraiment trop aimé ce moment qu'on a été ensemble, surtout de parler d'un sujet qui malheureusement est encore un peu trop peu parlé. Puis j'espère que ça va aider certaines personnes, en tout cas sensibiliser. Et puis merci d'avoir partagé toutes tes connaissances avec nous. Merci à toi pour ton temps. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de parler de ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5A7RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur iTunes, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, de pouces bleus et des commentaires. Et si vous avez des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voulez voir dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. Et n'oubliez pas, l'accessibilité est un enjeu sociétal majeur et un droit universel. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!